Monsieur le Président, cher Jacques, chers collègues présents et surtout futurs, Mesdames, Messieurs, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir l'invitation que m'a faite le Président de notre université de parrainer la promotion des docteurs de l'Université Paris-Sud 2013-2014. Et c'est aussi pour moi la première fois que je reparle dans ces grands amphis de maths, d'autre chose que de biophysique, mais j'aurai au moins cette fois-ci le bonheur de ne pas répéter à un quart d'heure d'intervalle 2 fois le même cours. Et donc, l'année dernière, la marraine de la promotion était Hélène Langevin-Joliot, qui a expliqué comment ses parents, Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie, ont eu l'idée de créer cette université sur les bords de l'Yvette. Il se trouve, comme l'a rappelé Jacques Bitoun, que j'ai longtemps dirigé le service hospitalier qui porte le nom de Frédéric Joliot et qui est un service de recherche en imagerie biomédicale qui se situe à quelques centaines de mètres du campus au sein de l'hôpital d'Orsay et qui associe le CEA, l'université et le CNRS. Et ce que je voudrais, pour faire la liaison avec ce qui a été dit l'année dernière par Hélène Langevin, évoquer ce soir un rôle majeur, véritablement précurseur de Frédéric Joliot et qui rend compte de la diversité des diplômes qui sont délivrés aujourd'hui par notre université et qui nous réunit en ce moment. Vous savez qu'il a découvert en 1934 la radioactivité artificielle. Il a publié en janvier 1934 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Quelques mois plus tard dans Nature, 1 page, et c'est tout. Et il est prix Nobel quelques mois plus tard, avec sa femme. Alors je voudrais vous citer quelques phrases de Frédéric Joliot. Il a dit aussitôt après que nous eûmes réussi, il parlait bien à l'époque, aussitôt après que nous eûmes réussi les premières synthèses de radioéléments, nous avons proposé l'emploi de ceux-ci pour l'étude de certains problèmes chimiques, il était chimiste et physicien, et biologiques. Et il a dit « Les applications biologiques des radioéléments paraissent simples à réaliser, mais en réalité elles nécessitent une mobilisation importante de matériel et de chercheurs ayant des connaissances variées. En biologie, il est nécessaire d'associer étroitement les activités du biologiste, du physicien et du chimiste. » Et il ajoutait « On conçoit tout le bénéfice qui peut être tiré pour ce genre de recherche de l'association de formes de pensée, souvent très différentes et se complétant. » Et lui-même a publié des articles de biologie. Simplement, je vous cite trois articles sur l'obtention de la thyroxine marquée par le radioiode et son comportement dans l'organisme, et qu'on est loin de la physique et loin de la chimie. Il a publié également, 1945, Action de l'aminothiazole sur la synthèse des substances thyroïdiennes, ou encore un autre exemple, Influence de la thyroxine sur la pénétration de l'iode radioactif dans la thyroïde. Et donc, Frédéric Joliot, quand il, après la guerre, a voulu créer, est à l'origine, comme vous le savez, du commissariat à l'énergie atomique, il a voulu créer un palais de la science à Saclay, et il a demandé au grand architecte de l'époque, Auguste Perret, de construire ce centre, avant évidemment la construction qui a suivi quelques années plus tard de l'Université Paris-Sud. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'il a voulu un bâtiment avec 3 ailes, un bâtiment pour la chimie, un pour la physique, un pour la biologie, réunis par un bâtiment transversal, il a dit, qui abriterait les services communs, c'est-à-dire la bibliothèque, la salle de conférence, aujourd'hui on dirait la cafétéria. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il serait tout à fait inconvenant de ne pas mentionner dans un contrat d'objectifs pour un organisme, aussi pour l'université, la notion de multidisciplinarité. C'est devenu pour certains la tarte à la crème qui tient malheureusement plus de l'idéologie que de la mise en pratique réelle. Je ne vise personne, bien entendu.
Ce qu'a voulu et réalisé Frédéric Joliot et Irène Joliot-Curie pour le CEA et pour cette université, on en voit aujourd'hui le résultat dans la diversité des écoles doctorales de Paris-Sud et par la notoriété internationale de ces diplômes. Car ce n'est pas facile à mettre en œuvre, cette multidisciplinarité, au sein véritablement d'une équipe de recherche. Or, c'est devenu aujourd'hui capital, et je suis persuadé que la clé de la recherche de ces prochaines années passe par cette multidisciplinarité. Or, en France, on est encore très imprégné du positivisme d'Auguste Comte et de sa hiérarchisation en 6 sciences, chacune d'elles dépendant pour son développement de celles qui la précèdent. Je cite Auguste Comte: les mathématiques, l'astronomie, la physique, la chimie, la biologie, et venant les couronner, la sociologie, qui est un terme créé par Auguste Comte, socius voulant dire associé, et qui, pour lui, est la clé de voûte de tout le système. La multidisciplinarité, on parle aussi de pluridisciplinarité, c'est une association de disciplines qui concourt à une réalisation commune, mais sans que chaque discipline ait à modifier sensiblement sa propre vision des choses et ses propres méthodes. À ce titre, elle existe depuis longtemps, mais elle est devenue beaucoup plus importante aujourd'hui. Je voudrais vous donner quelques exemples rapidement, en prenant évidemment d'abord sur l'imagerie, qui est chère à Jacques Bitoun et à moi. Vous savez que les différentes méthodes d'imagerie sont venues du mariage de l'informatique et du fait qu'on a eu des ordinateurs de plus en plus puissants avec des coûts de plus en plus faibles, et d'une propriété physique. Ça peut être les ondes électromagnétiques, c'est le scanner X. Je rappelle qu'en 1973, les découvreurs, Hounsfield, était un ingénieur chez IMI, la voix de son maître. Et Cormac était un physicien d'hôpital à Cape Town, en Afrique du Sud. Et je me souviens qu'à l'époque, la CGR, qui n'avait pas encore été vendue à General Electric, la CGR recherchait des mathématiciens qui étaient capables de connaître les équations intégrales permettant de faire la reconstruction des scanners. Et on leur a offert d'ailleurs des ponts d'or. En 1973, pour l'IRM, ça a été pareil. Lauterbourg, mariage donc d'ondes électromagnétiques et de l'informatique. Ça peut être les ondes acoustiques pour les ultrasons, voire des faisceaux de nucléons. Il y a eu de l'imagerie par proton ou par neutron. Donc, multidisciplinarité, telle que physique et chimie, maths, physique, informatique. Mais pas seulement. Je voudrais dire à tous les docteurs qui sont ici, on a créé, il y a 2 ans à l'INSERM, avec Sciences Po, un institut droit et santé pour une recherche sur le droit des malades, c'est-à-dire le droit à l'information, le droit individuel et collectif des malades, avec aussi un axe sur les professionnels de santé, c'est-à-dire la régulation des professions de santé, rémunération, représentation, et un axe technologie de santé pour réfléchir sur les mutations juridiques des produits à finalité sanitaire, par exemple la sécurité ou l'information des malades. Alors, ce concept de multidisciplinarité est relativement facile à mettre en œuvre, encore que je ne veux pas ici m'appesantir sur les rigidités des sections du CNRS, des sections du CNU, peut-être même des commissions de l'INSERM, même si ça m'apparaît impossible, pour l'évaluation des carrières des chercheurs, dès qu'ils ne rentrent pas rigoureusement dans le cadre strict d'une discipline. Alors ça ne peut évidemment que s'améliorer, en tout cas c'est certainement urgent de le faire, car en fait, le jour où on va arriver à la multidisciplinarité en France, ce concept sera déjà dépassé, puisque aujourd'hui, on atteint un nouveau concept que je voudrais illustrer brièvement par ce grand projet européen qu'est l'Human Brain Project, qui est un projet d'1 milliard d'euros auquel participent de nombreuses équipes de l'Université Paris-Sud et de l'Université Paris-Saclay. Alors, le point de départ est évidemment la complexité du cerveau humain, cerveau qui pourrait être comparé à un ordinateur immensément puissant, autodidacte, capable de se reconfigurer en permanence au gré des expériences vécues, d'utiliser efficacement l'énergie dont il dispose, le problème d'énergie est capital, et de s'auto-régénérer. Donc comprendre le fonctionnement cérébral,
être capable de le mimer constituerait une avancée déterminante, tant dans le domaine de la santé que dans celui du traitement de l'information. Et c'est tout l'enjeu de ce projet Human Brain Project, qui vise à simuler dans le détail les processus mis en œuvre par le cerveau pour traiter l'information, apprendre, ressentir, réparer les dommages cellulaires. Eh bien, pour mener à bien ce projet, qui est un grand projet européen, il associe les meilleurs spécialistes européens en sciences cognitives, en neurosciences, en biologie moléculaire, en médecine, en physique, en mathématiques, en informatique et en éthique. Et l'objet de ce projet est aussi de comprendre le degré de complexité de toutes ces mobilisations en jeu qui visent à développer un nouveau type de supercalculateur très différent des calculateurs actuels. Donc vous voyez que dans un premier temps, et avant même que ce projet n'atteigne son objectif final, les modèles cérébraux qui sont développés pourraient avoir des retombées pas seulement en sciences cognitives ou en santé, mais surtout en informatique et en robotique, en inspirant la conception d'ordinateurs, de robots, de capteurs et d'autres dispositifs plus puissants, plus intelligents et capables d'exploiter plus efficacement l'énergie mise à leur disposition, autrement dit qui chaufferait moins que les ordinateurs actuels. On en arrive ainsi à la notion d'une recherche très intégrée, non plus seulement multidisciplinaire, mais interdisciplinaire, voire pour le futur transdisciplinaire. L'interdisciplinarité a pour but d'élaborer un formalisme suffisamment général et précis pour permettre d'exprimer dans ce langage unique les concepts, les préoccupations, les contributions d'un nombre plus ou moins grand de disciplines qui autrement restent cloisonnées dans leur jargon respectif. Aujourd'hui se créent dans le monde des instituts d'études des systèmes complexes. Vous savez que le président de la République a annoncé il y a quelques mois un grand projet français pour 100 millions d'euros. Un système complexe, c'est un ensemble constitué d'un grand nombre d'entités en interaction qui empêche l'observateur de prévoir sa rétroaction, son comportement ou son évolution par le calcul. Et si on veut modéliser un système, une cellule, un organisme entier qui va inclure par exemple aussi le microbiome intestinal, on va concevoir un certain nombre de règles d'évolution, on va stimuler le système en itérant ces règles jusqu'à obtenir un résultat structuré. Et un système est dit complexe si le résultat final n'est pas prédictible directement en connaissant les règles qui disent comment le système change. Donc, du fait de leur diversité, leur étude est éminemment interdisciplinaire. On voit ainsi la place que peut avoir l'Université Paris-Sud et plus généralement l'Université Paris-Saclay dans une telle recherche sur les systèmes complexes qui associent des mathématiciens, des informaticiens et qui peuvent travailler par exemple sur les changements climatiques, sur la météo, comme des chimistes, des physiologistes, des médecins, des sociologues, des éthiciens, etc. Et c'est évidemment vous, les jeunes docteurs, qui allez vous emparer de ce champ qui est à défricher totalement et d'ailleurs sur lesquels des compagnies comme Google lorgnent avec avidité. Mais je voudrais terminer mon discours en attirant l'attention de nos docteurs sur une notion que je crois essentielle. Tous les gouvernements, toutes les institutions aiment faire des exercices de prévision, les foresight, looking forward, etc., pour définir des stratégies, définir des objectifs à moyen et long terme pour la recherche. J'y ai évidemment participé, sans y croire d'ailleurs, mais ce que vous devez avoir tous en tête, c'est qu'en ce qui concerne les sciences du vivant du moins, mais c'est vrai je crois pour le reste aussi, aucune des grandes avancées, aucune des grandes découvertes de ces 30 dernières années n'a été prévue. Je pense par exemple à la réaction de polymérase en chaîne, la PCR, le fait qu'on puisse prochainement séquencer le génome entier de chacun d'entre nous pour 1 000 € dans la journée, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs ce qu'on saura quoi faire du résultat du séquençage, mais c'est un autre sujet.
Et donc, l'essentiel, le message essentiel aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut absolument préserver et développer une recherche fondamentale. L'innovation vient toujours ou essentiellement de la recherche fondamentale, de la découverte imprévue, et on compte sur vous pour qu'il y ait une innovation et un développement industriel en France. L'avenir vous appartient, mais je crois que jamais la science n'a ouvert autant de possibilités. Ce titre de docteur de l'Université Paris-Sud, la plus prestigieuse, ça va sans dire, va vous ouvrir les portes de la recherche, les portes de l'enseignement, les portes aussi de l'industrie, car les industriels commencent à comprendre l'intérêt de recruter des docteurs. Et pour ceux qui vont repartir dans leur pays, je vous souhaite d'être les ambassadeurs de l'université française. Merci.